Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé grand-père par terre, respirant à peine. Mes parents m'ont arrêté, nous avons des invités. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Je suis rentré à la maison pour voir mon grand-père seulement pour le trouver respirant à peine sur le sol pendant que ma mère servait du vin à des invités juste dans le couloir d'un accent grave côté. Ils m'ont dit de ne pas appeler le 911. Ils ont dit que cela perturberait tout. Quel genre de famille donne la priorité à l'apparence plutôt qu'au dernier souffle d'un homme? Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de réaliser qu'ils avaient un plan pour effacer mon existence, pour réécrire son histoire, pour s'assurer que le silence aurait le dernier mot. Que faites-vous lorsque les personnes qui vous ont élevé prétendent que vous n'avez jamais existé? Resteriez-vous silencieux, ou leur montreriez-vous ce que ce souvenir signifie vraiment? Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée, le bruit m'a frappé en premier. Des bavardages qui rebondissaient sur les parquets cirés, le tintement des verres, des rires trop forts pour être vrais. Je suis resté immobile un instant, ma valise encore à la main, essayant de comprendre la scène. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années s'entassaient dans le hall d'entrée, vêtus de robes de cocktail et de blazers en lin, tenant des verres de vin avec une aisance étudiée. Quelque part au-delà d'eux, un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique, de joyeux et de complètement déplacé. L'odeur de rôti d'agneau et de parfums coûteux se mélangeait, me frappant au fond de la gorge comme une mauvaise blague. Je n'avais même pas eu le temps de changer mes vêtements de voyage. Ma chemise me collait à la peau, humide de l'été moite de la Caroline du Nord, et mes sandales portaient encore la poussière de l'arrêt de bus. Joséphine, ma chérie, m'a appelé ma mère avec un sourire trop crispé pour être sincère, sa voix fendant la pièce comme un couteau enveloppé de velours. Elle m'a fait signe de m'approcher mais n'a pas pris la peine de faire un pas vers moi. Je pensais que tu n'arrivais que demain. Eh bien, n'est-ce pas une surprise? Son ton contenait juste assez de chaleur pour paraître poli, mais en dessous se trouvait le même vieux message, tu es en retard. Tu es inopportune, et maintenant je dois m'occuper de toi. J'ai forcé un hochement de tête, ma mâchoire commençant déjà à me faire mal à force de retenir ce que j'aurais pu dire. Je voulais voir grand-père. Ses yeux ont jeté un regard de côté. Juste un clignement trop long. Il se repose. Nous irons le voir après le dîner. Pourquoi ne prends-tu pas un verre et ne te mêles-tu pas aux autres? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Quelque chose dans son ton avait déclenché une sonnette d'alarme au plus profond de moi, et je n'allais pas attendre le dessert. Traînant ma valise derrière moi, je suis passé devant la salle à manger, devant la mer d'inconnus polis et de voisins trop familiers, vers le couloir du fond qui menait à la chambre de grand-père Silas. Plus je m'éloignais de la musique, plus je pouvais entendre autre chose, un bruissement doux et irrégulier, presque comme si quelqu'un luttait pour respirer. Quand j'ai ouvert la porte, l'air a changé. Il était par terre. Son corps frêle gisait, affaissé près du pied du lit, une pantoufle encore à son pied, un pied nu. Sa poitrine se soulevait à peine. Ses lèvres étaient bleutées. Ses yeux, vitreux ouverts. J'ai immédiatement laissé tomber la valise et je me suis agenouillé à côté de lui. Grand-père, ma voix s'est brisée. Peux-tu m'entendre? Il a essayé de bouger sa bouche. Aucun son n'est sorti. Mes doigts ont cherché mon téléphone en tâtonnant. Je l'ai déverrouillé avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur le numéro d'urgence. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel lorsque la porte derrière moi s'est ouverte violemment. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? C'était elle. Vérina, toujours dans sa robe cramoisie, ses talons claquant comme des accusations contre le sol. Elle s'est précipitée en avant et m'a arraché le téléphone des mains. Il a besoin d'une ambulance, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Maintenant, baisse la voix, a-t-elle sifflé. Veux-tu faire un scandale? Il y a 30 invités dehors en train de manger des canapés. Tu penses que c'est le moment? Il ne respire pas bien, ai-je crié avant de pouvoir me retenir. Il pourrait mourir. Ses yeux se sont rétrécis en quelque chose de froid, d'impitoyable. Nous nous en occuperons après l'événement. J'appellerai le docteur Franklin plus tard. Il sait comment gérer les comédies de ton grand-père. Des comédies? J'ai regardé grand-père, sa poitrine se soulevant à peine. Si c'était une performance, il méritait un Oscar et des funérailles en même temps. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis passé devant le plateau de hors-d'œuvre, à travers le labyrinthe de visages sirotants du vin, et je suis sorti par la porte-fenêtre du patio.
Je me suis faufilé dans l'ombre derrière un treillis de rosiers et j'ai composé le 911. Oui, j'ai besoin d'une ambulance. Mon grand-père s'est effondré. Il a du mal à respirer. Dépêchez-vous s'il vous plaît. J'ai donné l'adresse avec précision. Ma voix n'a pas flanché. J'en avais fini de me briser pour ces gens. Au moment où je suis retourné dans la chambre, la respiration de grand-père était devenue plus lente, ses paupières plus lourdes. Je me suis laissé tomber sur le sol à côté de lui, pressant doucement ma main contre son bras. Ça va aller, ai-je chuchoté, me penchant près de lui pour que lui seul puisse m'entendre. Les secours arrivent. Tiens bon pour moi, grand-père. S'il te plaît, ses doigts ont tressailli, à peine un mouvement, mais assez pour que je croie qu'il comprenait. Les ambulanciers sont arrivés environ 15 minutes plus tard, faisant irruption dans le couloir avec une urgence qui aurait dû se produire 20 minutes plus tôt. La musique du violon s'est arrêtée brusquement au milieu d'une note, et j'ai entendu quelqu'un halter dans la salle à manger. Un invité s'est penché dans le couloir, un verre de vin à la main, les yeux écarquillés. « Tout va bien ?» ont-ils demandé. Verina se tenait près du bas de l'escalier, son sourire aussi fragile que de l'os. Juste un petit malaise. Vous savez comment les personnes âgées peuvent être. Silas a été chargé sur le brancard en silence, un masque à oxygène attaché sur sa bouche. Un ambulancier s'est tourné vers moi, presque hésitant. « C'est vous qui avez appelé ?» « Oui, ai-je dit. » Verina m'a fusillé du regard comme si j'avais souillé le nom de la famille. Après qu'ils ont emmené grand-père dans l'ambulance, j'ai suivi Verina dehors. Elle m'a acculé sous la lumière du porche, où sa voix pouvait rester basse mais venimeuse. « Tu as embarrassé cette famille. » J'ai cligné des yeux. J'ai sauvé la vie d'un homme. C'était un étourdissement. Ton grand-père fait ses numéros pour attirer l'attention. Il l'a toujours fait. Maintenant, nous avons des invités à divertir, et tu viens de transformer notre dîner en un titre de tabloïd. Je n'ai pas répondu parce que rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Elle n'était pas en colère que grand-père soit malade. Elle était en colère que sa soirée de vin et de dons ait été interrompue par quelque chose de réel. Je me suis éloigné. Plus tard dans la nuit, j'étais assise seule dans la chambre d'amis, si on pouvait l'appeler ainsi. C'était mon ancienne chambre avant que Verina ne la transforme en débarras, maintenant juste assez dégagée pour m'accueillir. Elle semblait vide, impersonnelle, comme si je n'avais plus ma place ici. J'étais allongé sur le bord du lit, les draps frais et inutilisés, fixant le ventilateur de plafond au-dessus de moi, qui tournait lentement, grinçant comme une vieille horloge, comptant les secondes trop fort. J'ai revécu ce moment dans la chambre de grand-père encore et encore, le son de sa respiration superficielle, la façon dont sa main a tressailli vers moi, l'horreur dans ma poitrine quand ma propre mère m'a dit de ne pas l'aider. Quel genre de fille choisit une liste d'invités plutôt qu'un homme mourant? Quel genre de famille transforme l'amour en trahison? J'ai attrapé mon téléphone, espérant peut-être, juste peut-être, que quelqu'un dans cette maison m'avait envoyé un message Crésa, mon père, un cousin, n'importe quoi. J'ai déverrouillé l'écran, aucun appel, aucun message, pas même une question pour savoir comment allait grand-père. Je suis sorti avec la seule copie du certificat de décès de grand-père en main, la porte de l'hôpital se refermant derrière moi avec ce doux sifflement qui me donnait toujours l'impression que quelque chose de définitif venait de se produire. Je ne me suis pas précipité vers le parking. Mes pas semblaient lents, comme si mes pieds avaient besoin de temps pour rattraper ce que mon cœur venait de vivre. Le soleil s'était depuis longtemps couché derrière les arbres, laissant l'air lourd d'humidité. Les grillons avaient commencé leur service de nuit, chantant rythmiquement dans le silence épais des abords de l'hôpital. J'ai traversé le petit jardin à l'extérieur de l'aile des urgences et je me suis assise sur un banc en bois près de la fontaine. Elle gargouillait doucement, comme si elle ne savait pas que quelqu'un venait de mourir dans le bâtiment derrière elle. J'ai baissé les yeux sur le dossier Mani sur mes genoux, son nom tapé proprement en lettres noires. Date de naissance, date de décès. Aucune ligne pour les années passées à m'écouter pleurer à propos du collège. Ou la fois où il me glissait 10 $ chaque dimanche pour des collations, même s'il savait que je les dépenserais en livres d'occasion. Juste 2 dates, un trait d'union, une vie réduite à de l'encre sur du papier. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. Rien. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être un appel manqué de Crésa ou même un message de papa pour prendre des nouvelles. Quelque chose d'humain. Mais le groupe de discussion familiale auquel j'avais envoyé un message des heures auparavant affichait toujours, lu, à côté de chaque message. Aucune réponse. Plutôt,
après que le médecin m'a dit qu'il était décédé, une infirmière est venue m'informer gentiment des démarches à suivre. La façon dont elle a dit « Voulez-vous signer les papiers de sortie ?» était douce, respectueuse, mais la question m'est restée. « Voulez-vous » ? Non, je ne voulais pas, mais j'étais la seule là. Je l'ai signé quand même. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé le ciel nocturne. Asheville avait moins d'étoiles que je ne me souvenais dans mon enfance. Peut-être parce que les arbres étaient plus hauts maintenant, ou peut-être que j'avais juste trop appris à regarder vers le bas. Après 20 minutes à regarder les nuages immobiles, je me suis levé et je me suis dirigé vers le parking. Ma voiture, poussiéreuse de l'autoroute, était garée sous un lampadaire vacillant. Je ne suis pas monté dedans. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert Instagram. C'était l'erreur. La première publication en haut de mon fil d'actualité était de ma mère. Une photo d'elle et de Cresa à table, les verres de vin levés, souriant largement. La légende disait « Une belle soirée avec notre communauté », en hommage à l'héritage de Silas. La famille d'abord #béni. Je n'ai pas réalisé à quel point je tenais fermement le téléphone jusqu'à ce que mes doigts commencent à se crisper. J'ai desserré ma prise et j'ai fait défiler vers le bas. Il y avait la story de Cresa, son bras enlacé à celui de papa, tous deux riant devant un collage de photos que Verina avait arrangé près du piano. J'ai appuyé pour voir la vidéo suivante, postée par un ami commun de la famille. C'était une vidéo prise du bord de la pièce. L'éclairage était faible, mais le son était clair. Verina se tenait près de la table des boissons, se remaquillant les lèvres dans un miroir de poche. Elle s'est tournée vers quelqu'un hors champ et a dit « Joséphine est de retour ». Heureusement, elle a l'air anéantie. Pas besoin d'engager quelqu'un pour jouer la petite fille éplorée. Il y a eu des rires en arrière-plan. J'ai entendu la voix de mon père se joindre à eux. Mon estomac s'est noué si vite que j'en ai eu froid. J'ai rejoué la vidéo 2 fois. Il n'y avait aucune confusion, aucun malentendu. Ce n'était pas dit en plaisantant. C'était calculé. Assez public pour être capturé, mais assez privé pour être niable. Il ne savait pas que quelqu'un filmait. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Ce n'est pas la colère qui m'a frappé en premier. Cela aurait eu du sens. C'était quelque chose de plus profond, comme le cousin amer du chagrin. Quelque chose qui murmurait, tu vois ? Tu pensais que tu faisais partie de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone ni envoyé un message vertueux sur la décence humaine. J'ai juste sauvegardé la vidéo et me la suis envoyée par courriel. Je voulais me souvenir, non pas par vengeance, juste pour me rappeler que je n'inventais rien. Après encore 10 minutes, je suis finalement monté dans la voiture. Le trajet de retour au domaine était silencieux. J'ai traversé des quartiers endormis, la plupart des lumières de Porsche éteintes, les seuls sons étant le faible bourdonnement de mes pneus sur l'asphalte et le clic occasionnel du clignotant. Il était presque minuit quand je suis entré dans la longue allée sinueuse. La maison était encore éclairée comme une salle d'exposition, élégante et artificielle, pas une seule fenêtre sombre. Soit quelqu'un recevait encore, soit il ne savait pas comment être seul avec le silence. Probablement les deux. Je ne voulais pas entrer, alors je suis resté assise là, moteur éteint, à écouter la nuit. Un instant, je me suis demandé si c'est ce que grand-père avait ressenti dans ces derniers jours, être dans une maison pleine de gens et se sentir quand même comme s'il n'existait pas. Quand je suis finalement entré, le salon avait été réarrangé, les chaises redressées, les verres disparus, les arrangements floraux regonflés. On aurait dit que rien ne s'était passé, que personne ne s'était effondré, que personne n'était mort. Je suis monté discrètement à l'étage, évitant les marches qui craquaient. Dans mon ancienne chambre, j'ai posé le dossier sur la table de nuit et je me suis assise sur le bord du lit. Je n'ai pas changé de vêtements. Je n'ai même pas éteint la lampe. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé dans le groupe de discussion familiale, grand-père est décédé à 23h32. Soins intensifs, hôpital mission. J'ai signé les papiers. J'ai appuyé sur envoyer. Il était indiqué livré. Lu. Et encore une fois, aucune réponse. J'ai laissé le téléphone sur la table de nuit, écran tourné vers le bas. Puis je me suis allongé sur le lit et j'ai de nouveau regardé le plafond. Cette fois, il n'y avait pas de ventilateur, juste le silence, le genre qui ne demande pas votre attention. Il l'exige. De retour à l'intérieur de la maison,
j'ai laissé le certificat de décès sur la commode et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi sans prendre la peine de la verrouiller. Il n'y avait pas une seule personne dans cette maison qui se souciait assez pour venir frapper. La maison était immobile, comme si elle avait expiré tout le drame et voulait maintenant prétendre que c'était juste un autre jour. En bas, le lave-vaisselle bourdonnait faiblement. Quelque part derrière une porte fermée, la télévision marmonnait un documentaire criminel en sourdine. Cela semblait presque mis en scène, comme si la nuit précédente n'avait pas du tout eu lieu. Je suis resté assise sur le bord du lit pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps, assez longtemps pour que ma jambe s'engourdisse. Je me suis levé, je me suis étiré lentement, et j'ai traversé le couloir en direction de la chambre de grand-père. Sa porte a grincé quand je l'ai poussée, les charnières laissant échapper un gémissement que je n'avais pas entendu depuis des années. Le lit était fait trop parfaitement, les coins étaient rentrés au carré, et l'oreiller avait été gonflé et centré. Tout semblait effacé. Son vieux pull, habituellement jeté sur la chaise près de la fenêtre, avait disparu. Tout comme la petite soucoupe en céramique où il gardait ses boutons de manchette et ses piles d'appareils auditifs. C'était comme s'il voulait le faire disparaître avant même que le lit ait eu le temps de refroidir. Je suis entré, fermant la porte derrière moi. Son odeur flottait encore faiblement dans l'air, de vieux livres, de l'amande poivrée, et le doux musc de l'après-rasage qu'il n'avait jamais changé en 30 ans. Je l'ai laissé s'imprégner sur ma peau comme un rappel. Par instinct, je me suis tourné vers la table de nuit et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, une seule chose, son téléphone à clapet, du genre avec de gros boutons et une police d'écran encore plus grande. Je l'ai pris, m'attendant à ce que la batterie soit morte, mais quand j'ai appuyé sur le bouton, il s'est allumé. Encore 35% de charge. J'ai parcouru les contacts, principalement des prénoms, tous en majuscules, Franklin, Méric, June. Puis j'ai ouvert la boîte de réception. 12 messages, tous de moi. Chacun daté de semaines, voire de mois. Aucun n'avait été ouvert. As-tu mangé aujourd'hui? Tu me manques. Puis-je appeler plus tard? Je serai bientôt à la maison. Je veux te voir. 12 fois j'ai tendu la main. 12 fois j'ai reçu le silence en retour. Mais maintenant je voyais que ce n'était pas lui qui m'ignorait. C'était lui qui ne me voyait même pas, parce que quelqu'un gardait ce téléphone hors de sa portée. J'ai fixé les messages, retenant mes larmes. Non pas parce que j'avais peur de pleurer, mais parce que je savais qu'une fois qu'elle commencerait, elle ne s'arrêterait pas. Et je ne voulais pas donner ça à cette pièce. Pas encore. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis tourné vers la fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers les stores juste assez pour projeter des rayures douces sur le sol. Je les ai ouverts lentement, regardant le jardin se dessiner. Le jardin. Le jardin de grand-père. Quand j'étais petite, c'était une jungle, des vignes pendant comme des rideaux, des tomates grosses et basses sur le sol, des bonsaïs sur une petite corniche en pierre près de la clôture du fond. Il les appelait ces vieilles âmes dans de petits corps. J'ai enfilé des chaussures et je suis sorti, traversant lentement la cour. L'herbe n'avait pas été arrosée correctement. Les parterres de fleurs étaient à moitié morts. La corniche en pierre était toujours là, mais vide, à l'exception d'un bonsaï renversé dans un coin, les racines exposées, les feuilles cassantes. Il avait été jeté près des poubelles. Je me suis agenouillé à côté, enlevant la terre du tronc. Une petite étiquette en bois pendait à sa base, presque cachée sous les racines séchées. Je l'ai retournée et j'ai lu 2 lettres gravées. J, juste une seule lettre, mais elle m'a frappé plus fort qu'un paragraphe. Je me suis assise là, dans la terre, les genoux pressés contre le sol, et je me suis laissé ressentir. Cet arbre était le mien. Quand j'avais 19 ans et que je faisais mes valises pour l'université, grand-père m'avait prise à part. Je pleurais, non pas d'excitation, mais de culpabilité, parce qu'une partie de moi ne voulait pas le quitter. Tout le monde voyait l'université comme la liberté. Je la voyais comme l'abandon de la seule personne qui m'ait jamais regardé sans vouloir me remodeler. Il m'avait tendu une minuscule bouture dans un pot en céramique. Celui-ci est à toi, avait-il dit. Elle est jeune, tout comme toi. Je m'occuperai d'elle pendant que tu iras te trouver. Quand tu reviendras, elle sera là. Je n'avais jamais parlé de ça à personne. C'était notre secret. Maintenant, en le voyant jeté comme un déchet de jardin, j'ai senti quelque chose commencer à changer en moi. Pas de la tristesse, pas du choc, quelque chose de plus ancien, de plus aiguisé, le genre d'émotion qui s'est resté immobile jusqu'au bon moment.
J'ai enveloppé le bonsaï dans une serviette de l'abri de jardin et je l'ai transporté à l'intérieur, en faisant attention de ne pas laisser tomber plus de terre que nécessaire. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a même remarqué. Je suis monté à l'étage, l'arbre dans mes bras comme un animal blessé. Dans ma chambre, j'ai dégagé le rebord de la fenêtre, j'ai posé le bonsaï et j'ai ouvert les stores. La lumière a doucement frappé le tronc, et pendant une brève seconde, il a presque semblé revivre. J'ai touché le bord du pot. Mes doigts se sont resserrés, ma mâchoire s'est crispée. Il pouvait nettoyer sa chambre. Il pouvait supprimer ses messages. Il pouvait habiller le deuil de paillettes et de cocktails, mais il ne pouvait pas effacer ce qu'il m'avait donné. Vous ne pouviez même pas laisser ça intact, n'est-ce pas, ai-je murmuré, sans attendre de réponse, sans en avoir besoin. De l'autre côté du couloir, j'ai entendu des rires, la voix d'une femme. Celle de ma sœur, forte et claire, comme si rien ne s'était passé. J'ai tourné la tête, les yeux se rétrécissant vers la porte, légèrement entr'ouverte. Le genre d'ouverture qui n'est pas accidentel. Le genre qui vous invite à entendre ce que vous n'êtes pas censé entendre. Je me suis levé lentement et j'ai traversé le couloir. Mon rythme cardiaque était régulier, pas accéléré, juste préparé. Après m'être détourné de la porte de Cresa, je ne suis pas retourné dans ma chambre. J'avais besoin de m'éloigner du son de son rire. Il avait cet écho creux, le genre qui ne pique que lorsqu'il vient de quelqu'un qui a maîtrisé l'art de prétendre que rien ne s'est passé. Je suis descendu juste au moment où les premières lueurs du matin commençaient à presser contre les voilages du couloir. La maison était déjà pleine d'activité. Je pouvais entendre des voix dans la cuisine, des tasses de café qui tintaient, le vrombissement du mixeur préparant le smoothie vert matinal de quelqu'un. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai eu l'impression d'entrer dans un brunch de country club. Des gens que je ne reconnaissais pas discutaient autour de scone, de bénédicts et de jus pétillants. La longue table en acajou était entièrement dressée, comme si nous célébrions quelque chose. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que pour eux, le deuil se gérait mieux avec des serviettes en lin et des sourires polis. Verina se tenait au bout de la table, radieuse dans un cardigan pastel et des perles, son maquillage fraîchement appliqué. Je l'ai regardée, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait enterrer son propre père il y a moins de 12 heures et avoir l'air d'être sur le point de présider un gala de charité. « Oh, bien, Joséphine, dit-elle, son sourire large, répété. « Viens, dis bonjour. Voici les Walters du club, et là-bas, c'est Monsieur Reynolds de la Fondation. » Ils voulaient tous présenter leurs condoléances. J'ai hoché la tête, sans rien dire, et j'ai pris la place la plus éloignée d'elle. L'une des femmes s'est penchée vers moi avec ce ton que les gens utilisent quand ils essaient trop de paraître attentionnés. « Une si belle cérémonie hier soir. Votre grand-père aurait été si fier. » Je l'ai juste regardé. Je ne savais pas qu'il y avait eu une cérémonie. Apparemment, pendant que j'étais assise aux soins intensifs à signer des certificats de décès, il trinquait au champagne sous des lustres et appelait ça un adieu. J'ai sorti mon téléphone sous la table, ayant besoin de quelque chose pour m'ancrer. La première chose qui est apparue était une nouvelle publication de Cresa, une photo en noir et blanc de grand-père souriant, prise il y a au moins 10 ans. La légende disait, pour toujours dans nos cœurs. Tu nous manques, papa. J'ai fait défiler à nouveau. Verina avait téléchargé des clips vidéo du dîner, des verres de vin levés, un violoniste jouant doucement en arrière-plan, un discours qu'elle avait prononcé remerciant la communauté pour leur élan d'amour. Les hashtags m'ont donné envie de rire et de crier en même temps, dièse le deuil est une grâce, hashtag la famille d'abord, hashtag héritage d'amour. Pas une seule photo ne me montrait. Pas un mot reconnaissant que c'était moi qui lui tenais la main quand il est mort. Ce n'était pas un oubli. C'était une stratégie. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans mon sac. S'ils voulaient prétendre que je n'existais pas, très bien. Mais ils allaient devoir le faire en me regardant dans les yeux. Après le petit déjeuner, alors que les gens commençaient à partir, Verina flottait dans la pièce comme une hôtesse lors d'une vente aux enchères de charité. Je me suis éclipsé dans le couloir, ayant besoin de respirer quelque part qui ne soit pas saturé de parfum et de sourires polis. Edith, notre gouvernante de longue date, m'a attrapé alors que je passais devant la buanderie. Elle avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue. Plus de rides autour des yeux, une démarche plus lente, mais ses yeux avaient toujours cette même connaissance tranquille. « Mademoiselle Jo », dit-elle doucement, jetant un coup d'œil derrière elle pour s'assurer que personne d'autre n'était à proximité. Je dois vous dire quelque chose.
J'ai hoché la tête, entrant dans la pièce avec elle et fermant la porte. Elle a baissé la voix, pliant une serviette qu'elle n'avait clairement pas besoin de plier. Il demandait de vos nouvelles tous les matins. Est-ce que Madjo a écrit, disait-il. Où a-t-elle appelé? Mais votre mère? Elle nous a dit de ne pas le déranger. De ne pas mentionner votre nom. Ma poitrine s'est serrée. Il n'a pas vu mes messages, n'est-ce pas? Edith a secoué la tête lentement. Son téléphone était toujours sur la commode, mais il n'avait plus le droit de l'utiliser beaucoup. Elle disait que ça le contrariait. Que votre absence était trop douloureuse pour lui. Il était en train de mourir, Edith, ai-je murmuré, chaque syllabe douloureuse. Et personne ne m'a appelé. J'ai essayé, dit-elle, les mains tremblantes maintenant. Je voulais, mais elle a dit que si jamais je faisais quelque chose dans son dos, elle me renverrait. Et vous savez, ce travail, c'est tout pour moi. J'ai hoché la tête. Je ne la blâmais pas. Je blâmais la femme qui était assise au bout de la table de la salle à manger en souriant devant une quiche. De retour à l'étage, je suis allé dans le bureau de grand-père. Il n'avait pas beaucoup changé. Le fauteuil en cuir faisait toujours face à la fenêtre, la bibliothèque organisée par genre comme il l'aimait. Mais ses lunettes de lecture étaient toujours sur le bureau à côté d'un stylo et d'une pile de papier à lettres vierges, comme s'il avait eu l'intention d'écrire quelque chose mais n'en avait jamais eu l'occasion. J'ai passé mes doigts sur le bord de la tasse encore là, le café refroidi depuis longtemps. Je me suis assise dans le fauteuil et j'ai regardé le papier blanc. Je pouvais presque entendre sa voix. Ne les laisse pas transformer le silence en arme. Il avait attendu, et il lui avait dit d'attendre en silence. Une notification sur mon téléphone m'a tiré de mes pensées. J'ai baissé les yeux. Cresa avait posté une autre story Instagram, une vidéo au ralenti d'elle marchant dans le jardin, les bras croisés, l'air contemplatif. Le texte en surimpression disait « Notre figure paternelle, la lumière de notre famille. Parti mais jamais oublié. » J'ai regardé l'écran. Oublié? Il a été oublié alors qu'il respirait encore, me suis-je murmuré, plus pour tester les mots que pour exprimer quoi que ce soit. Vous l'avez oublié alors qu'il était encore en vie. Puis j'ai verrouillé le téléphone et laissé le silence revenir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après avoir vu la publication de Cresa et laissé ces mots s'échapper de ma bouche, vous l'avez oublié alors qu'il était encore en vie, j'étais retourné dans ma chambre et je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, les oreilles attentives à chaque craquement de la maison. Le bonsaï reposait tranquillement sur le rebord de la fenêtre, captant des bribes de clair de lune comme s'il écoutait, lui aussi. Quelque temps après minuit, je me suis levé pour aller aux toilettes dans le couloir. Je n'ai allumé aucune lumière. Je connaissais cette maison les yeux fermés. La disposition n'avait pas changé depuis des décennies. En passant devant la salle de bain des invités, j'ai entendu des voix venant de la cuisine en bas. Basses, urgentes, le genre de chuchotement que les gens n'utilisent que lorsqu'ils parlent de quelque chose qu'ils ne devraient pas. Je me suis arrêté en haut de l'escalier et je me suis légèrement penché vers la rampe. Je dis qu'on la laisse rester jusqu'à dimanche, a dit Verina. Sa voix était sèche. Professionnelle. Comme si elle discutait d'une invitée qui prolongeait son séjour, pas de sa propre fille. Après ça, on lui fera comprendre qu'on n'a pas besoin d'elle ici. Cresa a ricané. Elle pense encore que cet arbre à la fenêtre signifie quelque chose. C'est presque mignon, en fait, comme un chien qui attend quelqu'un qui ne reviendra jamais. Silence. Et puis Verina de nouveau, plus froide maintenant. Elle est un handicap depuis qu'elle est partie à l'université. Toujours seule dans son coin, à poser des questions, à agir comme si on lui devait quelque chose. Cette maison n'est pas pour elle. Elle ne l'a jamais été. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi, que l'air avait été aspiré du couloir. Je pouvais sentir mon pouls dans mes dents. Elle prévoyait de m'effacer proprement, nettement, comme on balaie des miettes d'une nappe en lin. Je me suis retourné et suis retourné dans ma chambre à pas feutrés, fermant doucement la porte derrière moi. Pas de bruit, pas de scandale. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Pas de la rage, pas le cœur brisé, quelque chose de plus aiguisé, de plus concentré. Je n'ai pas pu dormir après ça, mais je n'ai pas pleuré non plus. Au matin, j'étais debout avant le soleil. J'avais besoin de quelque chose, une preuve, peut-être quelque chose qui ne soit pas des oui-dire ou des chuchotements dans le noir. Quelque chose qui tiendrait la route le moment venu.
Je me suis retrouvé attiré de nouveau par le bureau de grand-père. L'air sentait encore faiblement son parfum. Le fauteuil en cuir n'avait pas été déplacé. Sur l'étagère derrière son bureau se trouvait une rangée de livres, tous épais, à couverture rigide et au dos craquelé, des classiques, des essais, de la poésie américaine. Mais un en particulier a attiré mon attention. Un exemplaire de Feuilles d'herbe, usé et familier. C'était celui qu'il lisait toujours en automne. Je l'ai retiré de l'étagère. La reliure était douce dans mes mains, comme le sont les livres lorsqu'ils ont été tenus trop de fois par quelqu'un qui en avait besoin. J'ai feuilleté les pages lentement. Et là, juste après la moitié, pliée proprement, nichée dans le pli. Une note manuscrite sur le papier à lettres de Silas. J'ai reconnu les boucles de ces lettres avant même de lire les mots. C'est la seule qui écoute quand je parle. Même quand je ne dis pas un mot. Cette maison m'oubliera. Elle, non. Donne-lui quelque chose qui se souvient de moi. C'était signé simplement, S. Je me suis assise dans son fauteuil, la note tremblant entre mes doigts. Il savait. Il savait qu'ils essaieraient de l'effacer, lui aussi. Les dîners, les publications soignées, le reconditionnement du deuil. Il l'avait vu venir, et cette note a été sa tentative pour l'arrêter. Il m'avait donné quelque chose qui survivrait à leur manipulation. J'ai plié le papier avec soin et je l'ai glissé dans ma poche arrière. Plus tard ce matin-là, j'ai attendu que la salle à manger soit vide. Verina et Kreza étaient dans la cuisine, appuyés contre le comptoir avec des tasses de café, discutant du nombre de RSVP pour un déjeuner à venir, jouant toujours les hôtesses, prétendant toujours. Je suis entré, d'un pas assuré. Elles ont levé les yeux, surprises. Peut-être n'avaient-elles pas l'habitude de me voir debout en plein jour. Sans un mot, j'ai sorti la note pliée de ma poche et je l'ai posée doucement sur le comptoir de l'îlot entre elles. Les yeux de Verina ont filé vers la note, puis sont revenus vers moi. Kreza a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Kreza. « Lis-le. » Elle l'a prise, plissant les yeux devant l'écriture. J'ai regardé son visage se crisper légèrement alors que ses yeux parcouraient la page. « Cette note ne change rien » a dit Kreza, reprenant sa tasse. Sa voix avait ce même calme performatif qu'elle utilisait lors des funérailles et des séances photos. Je me suis tourné vers elle. « Si tu sais la lire. » Verina a replié le papier avec des doigts précis et l'a posé comme s'il s'agissait d'un simple prospectus pour une vente de gâteaux. « Où as-tu eu ça » a-t-elle demandé. J'ai rencontré son regard sans ciller. « Là où vous avez oublié de regarder. » Elle n'a rien dit. Pour une fois, sa langue a fait une pause avant de tisser une autre excuse polie. J'ai ramassé la note et je me suis tourné pour partir. Joséphine, a appelé Verina derrière moi. Je n'ai pas arrêté de marcher, mais j'ai entendu l'hésitation dans sa voix, comme si quelque chose s'était fissuré. De retour dans ma chambre, j'ai placé la lettre dans le tiroir à côté du bonsaï. Il n'allait pas m'enterrer dans le silence. Pas cette fois. Le silence qui a suivi mes derniers mots a duré plus longtemps que prévu. Verina n'a pas parlé. Elle n'a pas froncé les sourcils ni haussé la voix. Elle est simplement restée assise là, les yeux fixés sur la lettre comme si elle pouvait disparaître si elle clignait des yeux. C'était la première fois que je la voyais sans voix. Et d'une certaine manière, je n'avais pas l'impression d'une victoire. Pas encore. Plus tard cet après-midi-là, Gideon est arrivé comme toujours, habillé de façon impeccable, fraîchement rasé, sa mallette à la main comme si elle faisait partie de sa peau. Il a salué tout le monde avec sa courtoisie plastique habituelle, ne s'arrêtant que légèrement lorsque ses yeux ont rencontré les miens. Il y avait une tension dans la pièce, non dite, mais épaisse comme du sirop. Même Alaric, habituellement si détaché, restait étrangement près du mur, comme s'il ne voulait pas être trop visible. Nous nous sommes réunis dans le bureau, Verina, Alaric, Kreza et moi. La climatisation bourdonnait trop fort. Dehors, le soleil avait commencé sa lente descente vers l'horizon. À l'intérieur, le temps s'était arrêté. Gideon a commencé sans cérémonie. Ceci est la lecture officielle du testament et des dernières volontés de Silas W. Langford, signé 2 semaines avant son décès et soumis par courriel sécurisé à mon bureau. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire, la maison, les véhicules, les comptes, tout était listé. Mon nom n'est pas apparu une seule fois, ni quand il a parlé du domaine avec jardin, ni quand il a listé les biens personnels que Silas chérissait. Sa collection de livres, ses journaux, même la vieille machine à écrire dont il avait refusé de se séparer pendant des décennies.
Tout revenait à Creza. Il n'y avait même pas une note de bas de page à mon sujet. Mon estomac s'est noué. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que l'entendre dire à voix haute le rendait réel. Ce n'était pas un oubli. C'était une suppression d'une précision chirurgicale. J'ai jeté un coup d'œil à Verina. Elle ne m'a pas regardé, juste un léger pincement des lèvres. La même expression qu'elle arborait lorsque les serveurs versaient le mauvais vin ou que quelqu'un oubliait sa validation de parking. Gideon a fermé le dossier. Et cela conclut le contenu tel que soumis. Je suis resté assise un moment, laissant le silence s'installer avant de me lever. Puis-je voir la signature? Il a cligné des yeux. Pardon? La signature sur le document. Puis-je la voir? Il a hésité, puis m'a passé la copie imprimée. Je n'ai même pas eu besoin de regarder de près. Ce n'était pas la signature de mon grand-père. On aurait dit qu'elle avait été copiée, collée, peut-être même numérisée et ajustée. Trop nette, trop symétrique. Pas de tremblement dans le i. Pas de traînée de pression sur le L comme il y en avait toujours eu dans son écriture. Et plus important encore, elle était numérique. Il ne possédait même pas d'ordinateur, ai-je dit à voix haute, me tournant vers Gideon. Il n'utilisait pas les courriels. Il écrivait encore des chèques et payait ses factures à la poste. Gideon s'est éclairci la gorge. Nous avons reçu ce document d'un compte de messagerie enregistré au nom de Verina avec une pièce jointe marquée urgent. Il correspondait à la documentation antérieure. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange, les jeux interrompus. Vous n'avez pas réfléchi à deux fois à un homme de 90 ans envoyant un fichier juridique depuis le compte personnel de sa fille, quelque chose auquel il n'avait jamais eu accès? Verina a finalement parlé. Suggérez-vous que... Je ne suggère rien, ai-je dit, en sortant déjà. Je suis allé directement dans la chambre de grand-père. Pendant des années, il y avait un cadre photo numérique sur sa table de nuit. Verina le lui avait offert à Noël, disant qu'il devait se moderniser un peu. Il ne l'utilisait que pour faire défiler de vieilles photos de famille, principalement celles que j'avais numérisées pour lui, mais il ne laissait personne y toucher, pas même Edith. Je l'ai débranché et retourné. Une petite fente sur le côté a clignoté vers moi. Micro SD. De retour dans ma chambre, j'ai inséré la carte dans mon ordinateur portable. Il a fallu une minute pour charger. Il y avait plus de 50 fichiers, principalement de vieilles photos de famille, des vacances, des anniversaires, quelques clichés flous de fleurs du jardin. Mais une vidéo s'est démarquée. L'horodatage, 9 jours avant sa mort. La vidéo durait moins de 90 secondes. La vidéo s'ouvrait sur la chambre de grand-père. L'angle de la caméra faisait face à la porte, le lit juste visible sur la droite. Il était là, frêle, respirant lourdement, le tube d'oxygène sous son nez. Il a tendu la main vers le bouton d'appel près de son lit. La porte s'est ouverte. Verina est entrée. Il a dit quelque chose à peine audible. Joe. Joe. Verina n'a pas répondu. Elle s'est approchée du moniteur d'oxygène et a calmement baissé le bouton. Juste un clic. Puis elle a pris le verre d'eau sur la table de nuit, a bu une gorgée et est sortie. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai fixé l'écran pendant des minutes après la fin de la vidéo. Mes mains tremblaient, non pas de choc, mais de clarté, le genre de clarté qui brûle le déni comme de l'acide. J'ai copié la vidéo dans un dossier sécurisé et je suis retourné en bas. Tout le monde était encore dans le bureau. Gideon rangeait sa mallette. Creza faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Je suis entré, j'ai posé la carte SD sur le bureau à côté de lui. Si cette signature a été envoyée depuis le compte de Verina, ai-je dit, la voix égale, vous devriez peut-être reconsidérer votre cliente. Creza s'est levé d'un bond de sa chaise. Tu n'as pas le droit d'accuser les gens de... Je n'accuse pas, les jeux interrompus. Je prouve. Verina a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pas un seul. Et ce silence rare et précieux, m'a semblé le son le plus honnête que j'ai entendu dans cette maison depuis des années. J'ai quitté le bureau sans claquer la porte, bien que chaque cellule de mon corps hurlait de le faire. Ma mère n'avait pas dit un mot, et ce silence, si rare de la part de quelqu'un qui avait toujours le dernier, a fait vibrer l'air derrière moi. Le reste de cette journée s'est déroulé dans une immobilité étrange. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de dispute chuchotée dans le couloir, pas de tintement de verre en bas. Le domaine,
habituellement bourdonnant d'un jugement silencieux, était frappé de soumission. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de ma chambre avec tous les documents que je pouvais trouver, les ordonnances de grand-père, les factures médicales, une liste de ses rendez-vous réguliers, le tout soigneusement organisé dans le vieux classeur à soufflet que j'avais trouvé dans son bureau des semaines auparavant. Il avait tout gardé. Et maintenant, je le ferai aussi. Au lever du soleil, j'avais surligné chaque entrée qui montrait une divergence, un contrôle manqué marqué, annulé par la famille, un renouvellement de médicaments pour le cœur qui n'avait jamais été récupéré. Ces dossiers médicaux avaient été modifiés sélectivement, discrètement. Je savais ce que je devais faire. Après un rapide appel à une clinique juridique en ville, j'ai rédigé une pétition formelle pour contester le testament et j'ai rassemblé toutes les preuves à l'appui que je pouvais faire tenir dans un classeur. J'ai fait des copies, tout numérisé, téléchargé des sauvegardes dans un dossier cloud intitulé simplement « Silas ». En fin d'après-midi, la sonnette a retenti. Je suis resté à l'étage, regardant par la fenêtre du couloir un coursier monter vers la maison. Verina a répondu dans son tailleur-pantalon en lin pressé, comme si elle attendait un paquet de linge de maison monogrammé. Il lui a tendu une enveloppe épaisse. Sa main s'est figée quand elle a vu le nom de l'expéditeur, un cabinet d'avocats qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a ouverte sur le champ, sa posture se raidissant à chaque mot qu'elle lisait. J'ai regardé son expression se tordre, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux, le calcul. 30 minutes plus tard, Kreza a fait irruption dans ma chambre sans frapper. « Qu'est-ce que tu fabriques » a-t-elle lancé, agitant la lettre comme si c'était une menace de mort. Je protège la seule partie de cette famille qui m'a jamais protégé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu nous détruis. Tu penses que c'est la justice? Tu humilies notre nom. Tu veux dire votre nom, ai-je dit d'un ton égal. Parce que le mien n'est sur rien dans cette maison depuis des années. Kreza arpentait la pièce près de la porte, troublée d'une manière que je n'avais pas vue depuis les débats du lycée. Sais-tu ce que les gens vont penser? Comment ça va se répercuter sur maman, sur papa? Je pense que ça se répercutera très bien, ai-je répondu calmement, plaçant un autre jeu de documents dans un dossier, surtout une fois qu'ils verront la vidéo. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Elle est restée immobile un long moment, comme si elle attendait que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Puis elle s'est retournée et a claqué la porte derrière elle. Cette nuit-là, je ne pouvais pas me défaire du besoin de continuer à creuser. Je suis retourné dans le bureau de grand-père, éclairé seulement par la douce lueur de la lampe de bureau. Quelque chose en moi savait qu'il y avait plus. Quelque chose qu'il avait laissé derrière lui. Pas à la vue de tous, mais quelque part où elle n'avait pas osé regarder. J'ai de nouveau sorti chaque tiroir, tâtant le fond, tapotant pour trouver des panneaux lâches. Et dans le tiroir le plus bas, derrière une rangée de chemises de classement délavées, je l'ai trouvé, un double fond, fin, soigneusement calé. Je l'ai fait glisser. Il y avait une seule enveloppe à l'intérieur, scellée, adressée à moi de sa main. Le timbre était là, le cachet de la poste faible, mais elle n'avait jamais été postée. Mes doigts tremblaient légèrement en l'ouvrant. Si tu lis ceci, ils ont probablement essayé de t'enterrer, toi aussi, écrivait-il. Mais ne les laisse pas faire. J'ai laissé plus que des souvenirs derrière moi. Demande à Méric. Il sait où le trouver. Je l'ai lu 3 fois avant de le replier. Ma poitrine s'est serrée, non pas de chagrin, mais de justification. Il avait su. Il avait anticipé cela. Et Verina l'avait enterré intentionnellement. Elle n'avait aucun plan pour que je lise jamais ceci. J'ai glissé la lettre dans la poche de mon manteau et j'ai quitté la maison. Le ciel s'assombrissait déjà quand j'ai quitté l'allée pour me diriger vers la ville. Le centre-ville d'Asheville la nuit était plus calme que dans mes souvenirs. Le cabinet d'avocat était petit, niché entre un fleuriste et une boulangerie qui avait fermé tôt pour rénovation. Le nom de Méric était sur la porte vitrée en lettres dorées soignées, presque modeste en comparaison de la vérité qu'il gardait. Il a ouvert la porte lui-même, les cheveux blancs soigneusement peignés, la cravate desserrée. Il m'a regardé avec une sorte de tristesse entendue. Je me demandais combien de temps cela vous prendrait, a-t-il dit. Je ne savais même pas ce que je cherchais, ai-je admis. Jusqu'à maintenant. Il m'a fait entrer. Pas d'assistant, pas de fanfare, juste des bibliothèques remplies jusqu'au plafond et un lourd bureau en bois qui me rappelait celui de grand-père. Il m'a fait signe de m'asseoir.
J'ai quelque chose pour vous, a-t-il dit après un temps, se dirigeant vers une armoire verrouillée. Silas me l'a donné il y a 1 an. Il a dit de le garder jusqu'à ce que vous veniez le demander. Il est revenu avec un mince dossier enveloppé d'un ruban, légèrement jauni par le temps. Il l'a posé sur le bureau entre nous. Ceci change tout, a-t-il dit doucement mais clairement. Je ne l'ai pas encore pris. Je l'ai d'abord regardé. Est-ce que ça change ce que je ressens pour eux, ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Mais ça pourrait changer ce qu'ils sont autorisés à vous prendre. Le dossier que Méric a posé entre nous semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air. Pas en poids, mais en conséquence. Il ne m'a pas pressé. Il a simplement joint ses mains sur le bureau et a attendu, comme s'il comprenait que certaines vérités avaient besoin d'une respiration avant d'être décelées. J'ai dénoué le ruban lentement et j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une copie du testament, le vrai testament, le seul et unique. Il portait la signature originale de grand-père, clairement ancrée, notariée, datée de 6 semaines avant sa mort. Mon nom y figurait, clairement listé à côté d'une ligne spécifique, à Joséphine Langford, je lègue le domaine du jardin, mes journaux intimes, et la parcelle sud, car elle seule s'est souvenue de moi quand j'étais encore là. À côté se trouvait une courte lettre de sa main, écrite sur le même papier à lettres monogrammées que l'autre note que j'avais trouvée. C'est elle qui s'est souvenue de moi de mon vivant. Pas seulement dans le deuil, pas après coup, mais en présence. Elle était là. Ce mot, présence, est resté dans ma poitrine comme un second battement de cœur. J'ai plié doucement les documents, puis j'ai rencontré les yeux de Méric. Est-ce que ça tiendra? Il a hoché la tête. Légalement, absolument. C'est notarié, il y a 2 témoins, et ça précède de plusieurs semaines le document que Gideon a présenté. Et cette vidéo que vous avez, ça rend la contestation presque impossible. C'est fini, Joséphine. Non, ai-je pensé. Ça ne fait que commencer. 2 heures plus tard, nous étions de retour au domaine. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une teinte chaude et orangée sur le porche qui faisait le tour de la maison. Méric avait amené 2 associés avec lui, tous 2 en costumes impeccables et avec cette confiance subtile que les avocats semblent apprendre dans le ventre de leur mère. Verina, Alaric, Créza et Gideon étaient déjà assis dans le salon lorsque nous sommes entrés. Leur posture était raide, leurs visages illisibles. Les mains de Verina étaient si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues pâles. Créza avait l'air de réprimer un bâillement. Gideon tapotait l'écran de son téléphone, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Je me suis assise à côté de Méric sans un mot. Il s'est éclairci la gorge. Nous sommes ici pour présenter le testament original et notarié de Monsieur Silas Langford, signé 6 semaines avant son décès et conservé en toute sécurité selon ses instructions personnelles. Il a ouvert le dossier et a posé les documents sur la table. Silence. Alaric s'est penché en avant, plissant les yeux. Ce n'est pas le même testament que nous avons lu plus tôt. C'est exact, a répondu Méric, parce que cette version a été falsifiée. Gideon s'est raidi. Attendez, j'ai la déclaration du notaire. Méric l'a interrompu calmement. Ainsi que la confirmation numérique de l'horodatage et de l'emplacement du document. Celui-ci, a-t-il pointé vers le document plus ancien, a été signé par Silas dans cette ville, en personne, sous témoin. Verina n'a pas scié. Elle était de glace. Créza, cependant, ne l'était pas, c'est ridicule, a-t-elle dit, riant sous cape. Alors, elle obtient un jardin et une boîte de journaux, et soudain nous prétendons que ça compense tout. Je l'ai regardé, sans broncher. Tu peux prétendre tout ce que tu veux, mais grand-père ne l'a pas fait. Ses yeux se sont rétrécis, mais je n'ai pas arrêté. Pendant que vous étiez occupés à planifier des déjeuners et à programmer des séances photos, il appelait mon nom avec son dernier souffle. Et savez-vous quoi? Vous ne l'avez même pas entendu, parce que vous n'écoutiez pas, Méric a glissé la lettre vers eux. Verina y a jeté un coup d'œil puis a détourné le visage. Je me suis levé, sortant une 2e enveloppe de mon sac. J'ai encore une chose à livrer. Et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu de questions. Je suis allé directement à la boîte aux lettres au bout de l'allée et j'y ai glissé l'enveloppe. Elle était adressée à l'Asheville Standard, notre journal local. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée intitulée « Une famille qui a regardé un homme mourir en servant du vin ». Elle ne nommait personne. Ce n'était pas nécessaire. Elle racontait l'histoire d'un homme ignoré dans les derniers moments de sa vie.
Elle parlait d'héritage et de deuil habillé pour les invités, et de comment parfois le silence crie plus fort que le deuil. Je l'ai posté non pas par vengeance, mais parce que la clôture n'est parfois pas silencieuse. Le lendemain matin, l'article était en première page. Les gens en ville le lisaient au petit déjeuner. Le fleuriste du centre-ville a laissé un lisse blanc à notre boîte aux lettres. Un barista du café m'a offert mon café avec un doux sourire et un « Votre grand-père venait ici tous les mardis » murmuré. À midi, le téléphone du domaine n'arrêtait pas de sonner. Verina ne répondait pas. Creza a perdu son prochain contrat avec la marque de bien-être qu'elle exhibait sur Instagram. L'entreprise a publié une déclaration fade sur une « divergence de valeurs ». Gideon a été convoqué à un examen par son cabinet, conflit d'intérêts, mauvaise gestion de la documentation client. Son nom a disparu du site web du cabinet le lendemain. Moi? J'étais assise sous le magnolia dans le jardin, le bonsaï à côté de moi, ses minuscules feuilles captant la lumière du soleil. Une brise a fait bruisser les pétales au-dessus de moi. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le vent presser contre ma peau. Je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas été effacé. J'ai ouvert les yeux juste au moment où mon téléphone a sonné. Un message d'elle. Il faut qu'on parle. Maman. Je l'ai regardé, puis j'ai posé le téléphone face contre la table. Le matin après la parution de l'article, je me suis réveillé au chant des oiseaux plutôt qu'au silence. Pour une fois, le domaine ne semblait pas retenir son souffle. Les murs ne bourdonnaient pas de tension. Il n'y avait pas de talons claquant sur le sol, pas de voix résonnant dans les couloirs, répétant des alibis ou tissant des histoires, juste une immobilité qui semblait méritée. Je n'avais pas ouvert le message de Verina. Il était toujours là sur mon écran. Il faut qu'on parle. Et peut-être que nous devions le faire, mais pas encore. Peut-être jamais. Une semaine s'est écoulée et la maison était presque vide. Gideon avait cessé de se montrer. Creza est retournée à Charlotte, disant à ses amis qu'elle avait besoin d'espace, loin du drame. Alaric a disparu dans son bureau, prononçant à peine une phrase complète à qui que ce soit. Et Verina. Verina avait maîtrisé l'art de l'absence tout en vivant entre les mêmes murs. J'ai fait mes valises lentement. Je ne partais pas en colère. Je l'avais déjà fait. C'était différent. Cette fois, je partais avec tout ce qui comptait pour moi. J'ai parcouru le couloir de l'étage en portant une seule boîte, les vieilles lunettes de grand-père, notre photo de la foire d'État quand j'avais 11 ans, le bonsaï et une pile de lettres qu'il s'était écrites à lui-même mais n'avait jamais postées. Je me suis arrêté une dernière fois dans son bureau. La porte a grincé en s'ouvrant, comme toujours. L'odeur de vieux papier et de cire au citron m'a accueilli comme un vieil ami. Aucun fantôme de lui n'est apparu. Pas de dernier murmure. Juste ce fauteuil vide et ses lunettes de lecture, attendant que quelqu'un se souvienne où il les avait laissées. Je suis entré et j'ai posé doucement les lunettes sur le bureau, parfaitement alignées avec le sous-main. J'ai passé la main une fois sur le dossier du fauteuil, puis j'ai quitté la pièce sans fermer la porte. Je voulais qu'elle reste ouverte. Cet après-midi-là, j'étais assise sur les marches du porche pendant que mon avocate m'expliquait au téléphone que le transfert de la propriété avait été finalisé. Tout ce que grand-père m'avait laissé, ses journaux, la parcelle sud, le jardin était maintenant légalement à moi. « Vous voulez développer le terrain ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit. « Je veux le rendre. » J'ai demandé que le terrain soit donné pour un usage public, un petit jardin communautaire au nom de grand-père. J'ai transmis les documents et j'ai clos le dossier. Un mois plus tard, je me tenais au bord de cette parcelle nouvellement clôturée, regardant une équipe de la ville installer un simple panneau en bois. Pas de lettres dorées, pas de portrait, juste une petite inscription gravée dans le grain, pour ceux qui ont été oubliés trop tôt. Des gens passaient. Certains s'arrêtaient, quelques-uns laissaient des fleurs. Un homme plus âgé est resté 10 minutes à regarder le panneau. Quand je lui ai souri, il a hoché la tête mais n'a pas parlé. C'était suffisant. Le bonsaï, nettoyé, replanté, reposait sur un piédestal en pierre au centre de la parcelle. Je me suis agenouillé à côté et j'ai arrosé les racines lentement, regardant la terre l'absorber comme un souvenir perdu de longue date. Une enfant s'est approchée derrière moi. Peut-être 8 ou 9 ans. De grands yeux, tenant la main de sa mère. « Qui est Silas ?» a-t-elle demandé. J'ai jeté un coup d'œil à sa mère, qui a souri poliment mais n'a pas répondu. C'était quelqu'un qui écoutait, ai-je dit simplement, même quand personne d'autre ne le faisait. Le samedi, j'ai commencé à proposer des ateliers.
Juste quelques enfants au début, certains trop agités pour s'asseoir, d'autres trop timides pour parler. Nous avons planté du basilic et de la menthe, enseigné à la terre comment accepter une seconde chance. Les parents s'attardaient, discutant tranquillement près des bancs, observant la transformation se produire centimètre par centimètre. Les gens ont commencé à appeler l'espace, le jardin de Silas, même si ce n'était pas son nom officiel. Mais ça correspondait. Ça correspondrait toujours. Je ne parlais pas de ce qui s'était passé au domaine, sauf si on me le demandait. Et même là, je restais brève. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne voulais pas que l'héritage de grand-père soit défini par ceux qui l'avaient trahi. Je voulais qu'il soit défini par ceux qui se souvenaient encore. La maison a finalement été mise en vente. Verina a déménagé dans un appartement en ville. Elle a de nouveau organisé de petits événements, discrets, de bon goût. Elle ne m'a jamais mentionné publiquement, n'a jamais présenté d'excuses. Je ne m'y attendais pas. Certaines personnes confondent la grâce avec la culpabilité. Je n'allais pas lui apprendre la différence. Un après-midi, j'étais assise sous le magnolia au bord du jardin. C'était une journée de printemps fraîche, la brise assez légère pour faire danser les fleurs au-dessus de ma tête. J'avais un journal sur mes genoux mais n'avais encore rien écrit. Le bonsaï était assis à côté de moi. Je l'ai regardé, non pas comme quelque chose dont j'avais hérité, mais comme quelque chose que j'avais fait avancer. Le vent a tourné. J'ai fermé les yeux. Je suis rentré pour lui dire au revoir, ai-je murmuré. Et je ne savais pas que je finirais par dire au revoir aux personnes qui m'ont élevé, aussi. Mais je l'avais fait. Et le silence qui a suivi n'était pas solitaire. C'était le son d'une maison enfin tranquille. Parfois, la forme d'amour la plus forte est la persévérance silencieuse. Celle qui est présente même quand personne ne regarde. Cette histoire ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de souvenirs, de choisir la vérité plutôt que la performance, la présence plutôt que l'héritage, et d'apprendre quand s'éloigner sans avoir besoin d'applaudissements. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être l'intrus dans votre propre famille? D'avoir été effacé d'une histoire que vous avez contribué à construire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre votre voix. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes et authentiques qui révèlent ce que les familles essaient souvent de cacher.